On plonge aujourd'hui dans l'un des moments les plus critiques, les plus tendus de l'histoire du XXe siècle, la crise des missiles de Cuba. Et on va le faire à travers le regard de quelqu'un qui était vraiment au cœur du réacteur, Robert F. Kennedy, en se basant sur son témoignage personnel, 13 jours. Cette phrase de Robert Kennedy lui-même dit tout. Elle plante le décor de façon absolument glaçante. Il ne s'agissait pas d'une simple passe d'armes politiques, non, c'était bien plus que ça. Le monde entier retenait son souffle. Le destin de millions, voire de milliards de personnes dépendait des décisions prises pendant ces 13 jours de tension. Inimaginable. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Eh bien, pas par une grande déclaration de guerre, non. Ça a commencé en secret, par une découverte terrifiante qui a provoqué une véritable onde de choc au plus haut sommet de l'État américain. Tout bascule à cause de photos. Des photos prises par des avions espions U-2 américains qui survolaient Cuba. Ce qu'ils ramènent est sans équivoque, des sites de lancement pour missiles balistiques soviétiques en pleine construction. D'un seul coup, la menace nucléaire n'est plus une abstraction lointaine, à des milliers de kilomètres. Elle est là, juste là, littéralement aux portes des États-Unis. Face à cette menace, une menace pareille, le président John F. Kennedy n'a pas agi seul. Il a tout de suite mis en place ce groupe spécial, l'ExComm. C'était en quelque sorte une cellule de crise, avec les meilleurs esprits de son administration, les plus hauts responsables militaires et politiques, y compris son propre frère, Robert. Leur mission, trouver une sortie de crise à une situation qui semblait, tout simplement insoluble. L'ExComm se met donc au travail. Et très vite, le constat est sans appel. Il n'y a aucune solution facile. Chaque option qui est mise sur la table comporte des risques absolument colossaux. On imagine le poids sur leurs épaules. D'un côté, il y a la diplomatie, mais ça semble trop lent et ça pourrait passer pour de la faiblesse. De l'autre, l'option militaire pure et dure, des frappes aériennes, une invasion, c'est ce que voulaient beaucoup de généraux. Mais le risque, c'était quasi certain que ça déclencherait une guerre nucléaire totale avec l'URSS. Et puis entre les deux, il y avait cette troisième voie, un blocus naval. C'était une démonstration de force, c'est sûr, mais ça laissait encore la porte ouverte à une désescalade. L'administration choisit donc le blocus, mais avec une subtilité de langage très importante. On parle de quarantaine. Alors pourquoi ce mot? C'est très malin. C'est parce que en droit international, un blocus est un acte de guerre. Le mot quarantaine, lui, était une manœuvre, un moyen de montrer sa détermination sans pour autant appuyer sur le bouton du conflit armé. Bon, la décision est prise, et c'est là que le monde entre vraiment dans la phase la plus dangereuse de la crise. Le secret est éventé et la confrontation devient publique aux yeux du monde entier. Il faut imaginer le choc. Le président Kennedy prend la parole à la télévision et annonce à tout le monde que les deux superpuissances sont au bord de la guerre nucléaire. Son message est d'une clarté terrifiante. Le moindre missile tiré depuis Cuba sera considéré comme une attaque directe de l'Union soviétique, et la riposte américaine sera massive. Partout sur la planète, le temps s'est comme arrêté. Et pour bien faire comprendre à quel point la situation est grave, l'armée américaine passe en état d'alerte DEFCON 2. C'est le niveau juste avant la guerre nucléaire totale. Pour donner une idée, ce niveau n'avait jamais été atteint avant et ne l'a jamais été depuis. Concrètement, ça veut dire que des bombardiers nucléaires B-52 étaient en vol en permanence, 24 heures sur 24, prêts à frapper. C'était la question à $1 million. La question que tout le monde se posait. Une ligne a été tracée dans l'océan Atlantique, et des navires soviétiques, qui transportaient peut-être d'autres missiles, fonçaient droit dessus. Si la marine américaine essayait de les stopper et que les soviétiques refusaient, le premier coup de feu pouvait, littéralement, déclencher la fin du monde. Et comme si la tension n'était pas déjà à son comble, un drame incroyable se jouait sous l'eau, à l'insu de tous. Près de la ligne de quarantaine, un sous-marin soviétique se fait harceler par des navires américains. Il est isolé, sans communication avec Moscou. Le commandant, qui pensait peut-être que la guerre avait déjà commencé, voulait lancer sa torpille, une torpille à tête nucléaire. Heureusement, le protocole soviétique exigeait l'accord de 3 officiers pour un tel lancement. L'un d'eux, un certain Vassili Arkhipov, a refusé. Un seul homme a dit non, et il a probablement sauvé le monde ce jour-là. Alors, comment est-ce qu'on sort d'un tel pétrin? Pas sur un champ de bataille, heureusement, mais grâce à des négociations secrètes, intenses, menées loin des regards. Le premier signe d'une sortie de crise vient du leader soviétique Nikita Khrouchtchev. Il envoie un premier message avec une offre assez simple. L'URSS retire ses missiles et en échange, les États-Unis s'engagent publiquement à ne jamais envahir Cuba. Ça vous ferait une victoire apparente au président Kennedy. Mais peu de temps après, un deuxième message arrive, beaucoup plus dur. Khrouchtchev ajoute une condition. Les États-Unis doivent aussi retirer leurs propres missiles nucléaires, les Jupiter, qui sont installés en Turquie
juste à la frontière de l'URSS. Pour les soviétiques, ces missiles étaient une menace équivalente. C'était bien plus compliqué pour Kennedy, parce que s'il acceptait ça publiquement, il risquait de passer pour quelqu'un de faible aux yeux de ses alliés de l'OTAN. Et la solution a été un petit bijou de diplomatie. Robert Kennedy est allé rencontrer secrètement l'ambassadeur soviétique. L'idée était d'ignorer publiquement le deuxième message, le plus dur, et d'accepter officiellement les termes du premier. Mais en privé, en coulisses, Robert Kennedy a donné sa parole que les missiles en Turquie seraient bien retirés un peu plus tard, discrètement. C'est cet accord à double détente qui a permis aux deux leaders de sauver la face, et surtout de sauver le monde. La crise est terminée. Ouf! Mais les leçons qu'on a tirées de cette quasi-catastrophe ont complètement changé la manière dont les grandes puissances allaient gérer leurs conflits par la suite. Robert Kennedy a beaucoup réfléchi à tout ça. Il a insisté sur l'importance de garder son sang-froid, et surtout de toujours laisser une porte de sortie à son adversaire pour ne jamais l'acculer. Il a aussi reconnu avec beaucoup d'humilité que la chance pure, avait joué un rôle énorme. Et de cette crise est née une chose très concrète, le fameux téléphone rouge. Une ligne directe entre la Maison-Blanche et le Kremlin, pour que les dirigeants puissent se parler instantanément et éviter de futurs malentendus qui pourraient être fatals. Et c'est la question qui reste entière aujourd'hui. L'histoire de la crise des missiles de Cuba, ce n'est pas juste une vieille histoire de la guerre froide, c'est un rappel puissant de la fragilité de la paix, de l'importance vitale de la diplomatie et de la sagesse qu'il faut parfois pour faire un pas en arrière quand on est au bord du précipice.